Pendant des décennies, Charlotte Rampling a été admirée à distance pour sa beauté, sa retenue et la force silencieuse qu'elle dégageait à l'écran. Mais derrière cette apparence maîtrisée se cachait une vie façonnée par le silence, la perte et des décisions prises trop tôt pour être pleinement comprises. Tandis que le monde la voyait devenir une icône du cinéma européen, Charlotte apprenait à vivre avec quelque chose qui ne s'est jamais refermé. Ce n'est pas l'histoire d'une carrière en déclin. C'est celle d'une femme qui a appris à marcher aux côtés du deuil sans jamais s'en détourner. Une enfance construite sur la distance et le silence. Charlotte Rampling n'a pas grandi en se sentant protégée par les adultes qui l'entouraient. Très tôt, elle a perçu que le monde de ses parents était fermé, difficile d'accès et émotionnellement distant. Elle admettra plus tard qu'elle n'a jamais vraiment su comment les approcher. Non parce qu'ils la rejetaient ouvertement, mais parce qu'ils lui semblaient inaccessibles. Au lieu de poser des questions ou de réclamer du réconfort, Charlotte a appris à se mettre en retrait et à observer. Regarder est devenu son instinct. Le silence est devenu sa défense. Sa mère, Anne Gurtin, était peintre et héritière d'une entreprise de confection prospère. Elle avait connu une jeunesse glamour, entourée d'admirateurs, se laissant porter par la vie avec charme et légèreté. Aux yeux de Charlotte, sa mère ressemblait à une héroïne de roman romantique, belle, insouciante, légèrement détachée des préoccupations ordinaires. Mais cette même légèreté créait aussi de la distance. Anne se laissait dériver au fil de la vie, plutôt que de l'ancrer, et la stabilité émotionnelle n'a jamais été son point fort. Son père, Godfrey Rampling, était à l'opposé, discipliné, réservé, intérieurement fracturé. Son enfance avait été marquée par le traumatisme. Son propre père était mort à la guerre, sa mère s'était remariée rapidement et le nouveau mari avait refusé d'élever les enfants issus du premier mariage. À l'âge de 7 ans, Godfrey fut envoyé vivre chez une grand-mère maternelle sévère, puis placé en pension. La séparation fut brutale et définitive. L'amour pour lui demeurait une notion abstraite, rarement éprouvée, jamais transmise. Godfrey devint plus tard un athlète décoré, remportant l'or au relais lors des Jeux olympiques de Berlin, sous un régime fondé sur la propagande et la peur. Mais cette victoire ne lui apporta aucune paix intérieure. Après la guerre, ruiné et désabusé, il découvrit que même sa médaille n'était pas ce qu'elle semblait être. Ces contradictions ont façonné l'homme qu'il est devenu, accompli en apparence, verrouillé intérieurement. L'enfance de Charlotte fut encore davantage déstabilisée par les déplacements constants. En raison des affectations militaires de son père, la famille déménagea à de nombreuses reprises entre l'Angleterre, le pays de Galles et la France. En 13 ans, Charlotte changea de lieu de vie 7 fois. Chaque nouvel endroit signifiait de nouveaux camarades, des amitiés provisoires et des adieux inévitables. Elle comprit très tôt que les liens avaient une date d'expiration. Il était plus sûr de ne pas trop s'attacher. Une seule relation lui parut durable, le lien avec sa sœur aînée, Sarah. Sarah était fragile, belle et d'une intensité émotionnelle profonde. Après une opération dans l'enfance qui la laissa physiquement vulnérable, elle devint le centre de l'attention maternelle. Anne la surveillait sans cesse, anxieuse et protectrice. Charlotte, reléguée à l'arrière-plan, se sentit négligée et nourrit un ressentiment silencieux. Pourtant, Sarah demeurait aussi son refuge, la seule personne qui traversait à ses côtés ce monde instable. Au fil des années, Charlotte intégra une leçon essentielle. L'attachement était dangereux et le chagrin surgissait sans prévenir. Elle ne se rebella pas, elle s'adapta. À l'entrée dans l'adolescence, elle était déjà émotionnellement plus âgée que son âge réel, prudente, observatrice et profondément seule. Ce socle émotionnel allait façonner chacune de ses décisions futures, même lorsque sa vie semblait enfin s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Quand tout s'est arrêté. Au milieu des années 1960,
La vie de Charlotte Rampling semblait avancer à une vitesse vertigineuse. Elle était encore adolescente lorsqu'elle fut remarquée dans les rues de Londres et choisie pour son premier film. La ville vibrait, chargée de jeunesse, de musique et de confiance. Londres donnait l'impression d'être le centre du monde, et Charlotte s'y déplaçait soudain avec une étonnante facilité. Elle était jeune, travaillait sans relâche, entourée d'artistes et d'interprètes, portée par la conviction que tout était possible. Elle décrira plus tard cette période comme légère, rapide et joyeuse. Un temps où elle prenait à peine le temps de réfléchir. Son ascension fut si rapide qu'elle n'eut presque pas le loisir de la remettre en question. Elle se retrouva sur ce qu'elle appellera plus tard la fast track, propulsée en avant par l'élan plutôt que par un choix conscient. Le succès arriva avant la maturité émotionnelle. Elle était encore en train de se construire lorsque le monde commença à la considérer comme un produit achevé. Puis, sans avertissement, tout s'effondra. Au début de 1967, Charlotte reçut une nouvelle qui allait briser sa vie de façon irréversible. Sa sœur Sarah, de 3 ans son aînée et la personne dont elle avait été la plus proche depuis l'enfance, était morte en Argentine. Sarah avait épousé un riche éleveur de bétail et s'était installée loin de sa famille. Elle venait de donner naissance à un fils prématuré. L'explication donnée à la famille fut soudaine et clinique. Une hémorragie cérébrale. Le récit était présenté comme tragique mais inévitable, quelque chose d'horrible mais suffisamment lointain pour être accepté. Charlotte avait 20 ans. Elle dira plus tard que rien dans sa vie ne survécut intact à cet instant. La légèreté disparut. L'élan s'évanouit. Ce qui avait été ludique et ouvert devint lourd et contraint. Elle cessa d'avancer sans réfléchir. Elle cessa de se sentir jeune. Son monde, tel qu'elle le comprenait, prit fin. La vérité, pourtant, était bien plus terrible, et elle fut cachée à sa mère. Sarah s'était donné la mort. La décision de dissimuler le suicide fut prise par le père de Charlotte, convaincu que la réalité anéantirait Anne. Charlotte fut entraînée dans ce pacte de silence, une promesse qui lia père et fille dans le chagrin, tout en les coupant de toute possibilité de guérison. Pendant des décennies, la famille vécut avec un mensonge censé protéger, mais qui empoisonna lentement tout ce qui l'entourait. Charlotte se demandera plus tard si ce secret avait réellement sauvé sa mère, ou s'il n'avait fait que retarder un effondrement inévitable. Anne fut victime peu après d'un grave accident vasculaire cérébral qui la priva de son autonomie et altéra définitivement sa personnalité. Le chagrin se manifesta physiquement, violemment. Charlotte regarda sa mère disparaître morceau par morceau, impuissante. Son père, accablé par la culpabilité et le sens du devoir, fit alors un choix qui marqua l'avenir de Charlotte. Au lieu de la retenir auprès de lui, il lui dit de partir, de vivre, de travailler, de se construire une vie ailleurs. Lui resterait pour s'occuper de sa mère. À cet instant, Charlotte apprit une autre leçon douloureuse. Survivre exige parfois la séparation, même d'avec ceux que l'on aime le plus. Elle lui obéit, mais partir ne signifiait pas fuir. Charlotte emporta la mort de sa sœur avec elle dans tous les lieux où elle passa. Elle n'en parla pas publiquement, elle ne l'affronta pas ouvertement. Elle l'enfouit en elle et continua d'avancer, convaincue que s'arrêter la détruirait. Ce chagrin non résolu commença à remodeler ses instincts d'actrice. Elle ne s'intéressait plus au charme ni à la légèreté. Elle se tourna vers des rôles dangereux, inconfortables, émotionnellement exposés. Elle ne voulait plus divertir. Elle voulait libérer quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Lorsqu'elle quitta la Grande-Bretagne peu après, ce ne fut pas seulement une décision de carrière, ce fut une forme de fuite. L'Italie devint son refuge. Là, elle rencontra un réalisateur capable de voir en elle ce que d'autres ne savaient formuler. Il plongea son regard dans le sien et lui dit qu'elle portait déjà le personnage en elle, qu'elle n'avait plus qu'à tout donner. Pour Charlotte Rampling, cette invitation ne concernait pas la performance.
C'était une permission, celle de laisser le chagrin parler pour la première fois. Choisir délibérément l'obscurité. Quitter la Grande-Bretagne ne fut pas pour Charlotte Rampling un acte d'ambition. Ce fut un acte de survie. Après la mort de sa sœur, le paysage familier de Londres lui semblait hostile, trop bruyant, saturé de rappels d'une vie qui n'existait plus. L'Italie lui offrit une distance, non seulement géographique, mais aussi émotionnelle. C'est là qu'elle rencontra un réalisateur qui ne lui demanda pas de s'expliquer, seulement de se livrer. Luchino Visconti ne la voyait ni comme une étoile montante, ni comme un visage à la mode du swinging London. Il voyait ses yeux. Il lui dit que tout ce dont il avait besoin pour le rôle était déjà là. Non appris, non construit, mais vécu. Charlotte avouera plus tard qu'elle comprenait à peine le scénario. Elle ne se sentait pas à la hauteur. Elle ne se reconnaissait même pas dans le personnage. Mais Visconti insista. Il exigea tout. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Charlotte s'autorisa à le lui donner. Cette décision marqua un tournant. Le jeu n'était plus une question d'évolution de carrière ou de visibilité. Il devint un réceptacle, un lieu où la vulnérabilité pouvait exister sans explication. À l'intérieur de ses rôles, elle put libérer des émotions pour lesquelles elle n'avait aucun langage dans la vie réelle. Le chagrin n'avait pas besoin d'être nommé. Il avait seulement besoin d'être ressenti. À partir de là, Charlotte fit un choix délibéré. Elle cessa de chercher à être aimable. Alors que de nombreuses actrices recherchaient la sécurité dans des rôles séduisants, elle emprunta le chemin inverse. Elle accepta des personnages qui dérangèrent le public, troublaient les critiques et mettaient les institutions mal à l'aise. Ce n'étaient pas des accidents. C'était l'expression d'un état intérieur qu'elle ne pouvait faire taire. Au milieu des années 1970, elle entra pleinement dans le scandale. Dans un film qui la suivrait toute sa vie, elle incarna une femme prise dans une relation sadomasochiste avec un ancien officier des camps de concentration. L'histoire provoqua l'indignation à travers l'Europe. Les critiques l'accusèrent d'immoralité. Certains pays tentèrent de l'interdire. On avertit Charlotte que ce rôle pouvait détruire sa carrière. Elle le fit malgré tout. Non parce qu'elle recherchait le choc, mais parce que le sujet faisait écho à quelque chose qu'elle reconnaissait. L'obsession, la mémoire, le traumatisme qui refuse de rester enfoui dans le passé. Elle ne s'intéressait pas à une quelconque consolation morale. Elle s'intéressait à la vérité. Même lorsque cette vérité était difficile à regarder. Ce schéma se répéta. Encore et encore. Charlotte choisit des rôles qui franchissaient des lignes invisibles. Dans un film, elle incarna une femme nouant une relation défiant toutes les normes sociales. Le projet fut qualifié de grotesque, absurde, offensant. Mais Charlotte le voyait autrement. Pour elle, c'était une nouvelle tentative d'atteindre l'extrême limite de l'expérience humaine. Explorer le désir, la solitude et l'aliénation sans censure. Elle ne punissait pas le public. Elle se révélait. Au début de la trentaine, Charlotte s'installa en France, s'éloignant encore davantage de l'industrie cinématographique britannique. Elle construisit une vie mêlant maternité et travail, mais la stabilité émotionnelle demeurait insaisissable. Elle se maria, divorça, se remaria. Elle continua de jouer, mais sous la surface, quelque chose restait irrésolu. Son chagrin n'avait pas disparu. Il était simplement passé dans la clandestinité. Dans la quarantaine, l'impact différé se manifesta. Charlotte décrira plus tard cet effondrement comme survenu sans drame ni avertissement. Elle ne s'écroula pas bruyamment. Elle cessa simplement de fonctionner. La dépression s'empara d'elle d'une manière contre laquelle elle ne pouvait lutter. Elle la décrivit non comme une tristesse, mais comme l'incapacité de faire face au simple fait de devoir faire face. La vie se retrouva suspendue. Le temps s'aplatit. Tout ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Pendant près d'une décennie, elle se retira de la vie publique. Elle travailla peu,
ne fit confiance qu'à très peu de personnes et vécut dans ce qu'elle appellera plus tard une non-vie. Ses amis ne comprenaient pas. Ses collègues avaient peur. Le monde continua d'avancer sans elle. Vivre avec l'absence. Pendant la majeure partie de sa vie, Charlotte Rampling a évité d'affronter la perte de manière frontale. Elle la contournait, elle la transformait, elle la déplaçait dans des rôles qui suggérèrent le traumatisme sans jamais le nommer. Mais elle ne l'a jamais affronté de face. Le chagrin restait quelque chose qu'elle longeait, jamais quelque chose qu'elle traversait. Cela changea au tournant du nouveau millénaire. Lorsque François Ozon approcha Charlotte avec un scénario racontant l'histoire d'une femme dont le mari disparaît sans explication. Elle ne comprit pas immédiatement pourquoi ce récit la troublait si profondément. Le personnage n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de réponse, pas de résolution, seulement l'absence. Un homme disparaît sur une plage et la femme laissée derrière doit continuer à vivre sans savoir s'il s'est noyé, s'il a fui ou s'il a choisi de mourir. Charlotte reconnut instantanément cette incertitude. Elle en connaissait déjà la forme. Elle ressemblait à celle de sa propre vie. Elle avait vécu plus de 30 ans avec une disparition sans réponse. Sa sœur Sarah avait été arrachée au monde de façon brutale, violente, puis enfermée derrière un mensonge. Il n'y avait pas eu de deuil partagé, pas de reconnaissance collective, pas de vérité publique. Seulement le silence. Seulement l'obligation d'avancer comme si rien ne s'était produit. Dans le film, le personnage de Charlotte continue d'apercevoir son mari disparu. De loin, furtivement, toujours hors de portée. Elle court vers lui, le cœur battant, pour n'atteindre que le vide. Ce n'était pas du jeu. Charlotte admettra plus tard avoir eu l'impression d'avoir déjà vécu ces moments. Elle n'avait pas besoin d'imaginer la confusion ou le déni. Elle les habitait. Pour la première fois, le cinéma ne servit plus d'échappatoire. Il devint une confrontation. Charlotte dira plus tard qu'elle n'a jamais appris à achever le travail du deuil. Que le chagrin ne se termine pas, il se transforme. Ce qu'elle a réussi, en revanche, c'est de faire ce film. Et en le faisant, quelque chose a basculé. La douleur n'a pas disparu, mais elle a trouvé une forme qui n'avait plus besoin de rester cachée. Le succès du film fit découvrir Charlotte à une nouvelle génération de spectateurs, non plus comme une figure controversée ou un symbole de transgression, mais comme une femme capable d'exprimer la dévastation émotionnelle avec une retenue bouleversante. Les critiques parlèrent de maturité, de profondeur, de gravité. Mais ce à quoi ils réagissaient réellement, c'était la vérité. Cette collaboration marqua le début de ce que Charlotte elle-même décrira comme une seconde vie. Elle poursuivit son travail avec Ozon, explorant des personnages définis par l'ambiguïté et les blessures intérieures plutôt que par le choc. Dans le même temps, elle s'autorisa à redevenir visible. Pas glamour, pas démonstrative, présente, plus âgée, sans protection. La reconnaissance suivit. Les distinctions furent attribuées. Mais rien de tout cela ne modifia la structure fondamentale de sa vie. La perte en demeurait le centre. Peu après la mort de sa mère, le secret qu'elle portait depuis des décennies put enfin être libéré. Charlotte parla publiquement pour la première fois du pacte conclu avec son père, l'accord visant à dissimuler la vérité sur le suicide de Sarah. Le dire à voix haute n'effaça pas le passé, mais modifia son rapport à celui-ci. Le secret n'appartenait plus seulement à son corps. Elle passa les années suivantes à reconstruire sa relation avec son père, parlant ouvertement de philosophie, de psychologie et de traumatisme. Elle comprit qu'il avait vécu la majeure partie de son existence incapable d'aimer parce qu'il n'en avait jamais reçu l'exemple. En prenant soin de sa femme après l'AVC, il trouva une forme de sens qu'il n'avait jamais connue. Charlotte ne romantisa pas cette prise de conscience. Elle ne répara pas ce qui était brisé, mais elle apporta du contexte. Et le contexte, pour elle, était une condition de survie. Alors que son travail retrouvait de l'élan, sa vie privée fut frappée par une nouvelle épreuve. Son compagnon de longue date, Jean-Noël Tassé, tomba malade puis mourut après un long combat contre le cancer.
Cette fois, quelque chose fut différent. Charlotte put faire son deuil. Entièrement. Publiquement. Avec des rituels. Elle décrivit les funérailles comme cathartiques. La première fois qu'elle se sentit accompagnée dans la perte et non isolée par elle. Elle commença à parler de vivre aux côtés des morts, non comme une métaphore, mais comme un fait. Les amis, les amours, les souvenirs. Ils ne disparaissaient pas, ils restaient. Arrivée dans la soixantaine avancée, Charlotte ne cherchait plus à se réinventer. Elle habitait la clarté. Une vie silencieuse, alourdie par la mémoire. Dans les dernières années de sa vie, Charlotte Rampling ne s'est pas retirée du monde. Elle l'a resserré. Elle vit à Paris, dans le 16e arrondissement, un quartier défini par la retenue, la vieille fortune et la discrétion. Son intérieur reflète ce choix. Il est élégant sans être théâtral, calme sans être vide. Un appartement en duplex rempli de livres, de scénarios, de souvenirs et du rythme lent du quotidien. Elle le partage avec son chat, Joe, une présence silencieuse qui semble comprendre la solitude mieux que la plupart des gens. Ce n'est pas un isolement né de l'amertume. C'est une distance choisie délibérément. Au moment d'entrer dans la 8e décennie de sa vie, Charlotte avait déjà traversé plusieurs vies émotionnelles. Elle avait appris que l'exposition constante épuise ce qu'il reste de résilience. Elle la protège donc. Elle travaille, mais avec parcimonie. Elle voyage lorsque c'est nécessaire, collabore lorsque quelque chose résonne profondément, puis rentre chez elle sans nostalgie pour un passé plus agité. Ses journées ne sont pas dramatiques. Elles sont lourdes d'une manière plus discrète. Charlotte continue d'écrire, de lire, de réfléchir. Elle a parlé ouvertement de la dépression, la décrivant non comme une tristesse, mais comme le moment où faire face devient en soi impossible. Cet effondrement est survenu tard dans sa vie, bien après que le succès aurait dû lui offrir une forme de sécurité. La guérison fut lente, fragile et largement invisible aux yeux du monde extérieur. Pendant des années, elle a vécu dans ce qu'elle appelait une non-vie, incomprise par ses amis et évitée par des collègues qui ne savaient comment approcher sa souffrance. Elle y a survécu, mais la survie ne l'a pas rendue optimiste. Ce qu'elle lui a apporté, en revanche, c'est la clarté. Elle ne croit plus à la guérison totale. Elle ne parle pas de clôture. Elle parle d'apprendre à vivre aux côtés de la douleur sans la laisser dicter chacun de ses pas. Le chagrin, pour elle, n'est pas quelque chose que l'on surmonte. C'est quelque chose avec quoi l'on compose. Charlotte continue de travailler à l'international, alors même que l'âge transforme sa présence. Elle n'incarne plus des femmes définies par le désir ou la provocation. Elle incarne des femmes façonnées par la mémoire, des mères, des témoins, des figures qui portent un savoir que d'autres préféreraient éviter. Il n'y a aucune tentative d'effacer le temps sur son visage. Elle a publiquement rejeté toute intervention esthétique, non comme un geste politique, mais comme un refus de participer au déni. Vieillir, pour elle, n'est pas un ennemi. C'est une preuve. Elle est également revenue à d'autres formes d'expression. La musique, la peinture, l'écriture, non comme une réinvention, mais comme une continuité. Ces projets ne sont pas conçus pour séduire le plus grand nombre. Ils existent parce qu'elle a besoin qu'ils existent. L'art n'est plus un métier. C'est une manière de s'orienter. La perte continue de structurer l'architecture de sa vie. Sa sœur, ses parents, son compagnon de longue date. Chaque absence demeure présente. Charlotte a dit que les morts ne vous quittent pas. Ils vous accompagnent. Et dans son cas, cela a toujours été vrai. Aujourd'hui, alors qu'elle traverse sa 8e décennie, il n'y a aucune illusion de bonheur retrouvée. Mais il y a une stabilité. Elle se lève, travaille quand elle le peut, se repose quand elle le doit, et continue d'avancer sans prétendre que le passé a relâché son emprise. Pensez-vous qu'une vie façonnée par la perte puisse jamais se sentir pleinement accomplie? Ou apprendre à vivre avec la douleur, sans la fuir? Est-ce une autre forme de force? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo.
de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres récits méconnus derrière des vies iconiques.